Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mercredi, la clôture du séminaire gouvernemental consacré à la préparation du plan national de développement 2026-2030. Les résultats des travaux réconfortent le Premier ministre Robert Begré-Mambé dans sa position. La Côte d'Ivoire a la capacité d'atteindre dans un délai raisonnable le statut de pays à revenu intermédiaire. Le ministre de la Construction a visité aujourd'hui l'hôtel Sebroco, la Tour C en rénovation et la Tour F en construction. Des infrastructures dont les travaux avancent très bien. Et en République démocratique du Congo, les activités économiques reprennent peu à peu à Bukavu, dans le sud Kivu, marquées par des scènes de pillage. Les bateaux ont repris la navigation sur le lac Kivu, nerf des échanges commerciaux entre Goma et Bukavu. Ces deux grandes villes de l'Est de la RDC tombées aux mains des rebelles du M23. Nous vous le disions à l'instant, le séminaire gouvernemental consacré à la préparation du plan national de développement 2026-2030 a refermé ses portes hier mardi en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au regard des résultats qu'ont accouché les travaux, le chef du gouvernement a exprimé sa foi en la capacité de la Côte d'Ivoire à atteindre dans un délai raisonnable le statut de pays à revenu intermédiaire. C'est ce que nous montrent Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Après 2 jours de travaux et d'échanges, plusieurs propositions et orientations sont ressorties des différentes sessions thématiques qui ont meublé ce séminaire gouvernemental consacré à la préparation du PND 2026-2030, un processus d'élaboration de ce plan national de développement qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. La préparation du PND 2026-2030 se poursuivra avec les activités suivantes. Le dialogue avec le secteur privé sur les orientations stratégiques du prochain PND. Également, la tenue de consultations régionales. Ensuite suivra la définition et la validation des objectifs de développement, des orientations stratégiques et des cibles sectorielles. La validation des projets de documents par les différents ministres sectoriels et l'adoption des projets de documents du PND 2630, à la fois par le gouvernement, ensuite par les 2 chambres du Parlement. Ce séminaire a permis aux participants de plancher sur la trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2035. Un objectif à la portée du pays, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a tenu à exprimer son optimisme dans son discours de clôture de cette rencontre. Au titre de nos travaux, un constat clair et net se dégage. En effet, la Côte d'Ivoire dispose du potentiel et des atouts nécessaires pour réaliser son ambition d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dans un horizon raisonnable. Notre ambition est d'y parvenir en 2030. C'est pourquoi le gouvernement entend s'approprier les analyses pertinentes appelant à développer de nouveaux moteurs de croissance économique, accroître substantiellement la productivité de tous les secteurs en vue d'une croissance mieux ciblée, plus forte et plus inclusive, avec un meilleur impact sur la réduction de la pauvreté et des inégalités qui est notre combat. Au-delà des ministres et ministres-gouverneurs présents à ce séminaire, plusieurs experts de haut niveau de renommée internationale, mais aussi des techniciens chevronnés du groupe de la Banque mondiale, ont pris part à ces 2 jours de réflexion. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, était ce matin sur 3 grands chantiers de l'État, l'hôtel Sebroco, la Tour C en rénovation et la Tour F en construction. Au terme de cette tournée, le ministre s'est félicité de l'état d'avancement de tous ces travaux. Salif Yalekoué, Joseph Zécré. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel Sebroco, la Tour C et la Tour F, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a effectué une tournée ce mardi. L'hôtel Sebroco, ex-quartier général de l'ONUCI, Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui va accueillir après sa réhabilitation une partie de l'administration ivoirienne, a constitué la première étape de cette visite. Puis, direction la cité administrative au plateau, sur le chantier de la Tour F, la 6e de la cité, avec ses 74 étages en construction, d'une hauteur de 400 mètres, et celui de la Tour C. À toutes ces étapes, le ministre a échangé avec les experts du chantier. Au terme de cette journée marathon,
Il se félicite de l'état d'avancement des travaux. Ce sont des visites que nous menons périodiquement. Et aujourd'hui, l'idée c'était de refaire le point justement d'avancement des travaux sur les 3 chantiers. Voir quelles sont les évolutions qu'il y a eu, quelles sont les difficultés éventuellement auxquelles chacun des chantiers est confronté. Et puis, quelles sont les possibilités d'extension, d'amélioration qu'on peut apporter à chacun des chantiers. Je pense que ça a été très utile. Sur chacun des chantiers, nous avons des dates de fin qui sont aujourd'hui annoncées clairement. Nous allons veiller à ce que ces dates-là soient effectivement tenues. Nous avons vu que sur chacun des chantiers, les travaux avancent correctement. Et le personnel est motivé. Les chantiers techniquement sont bien conduits. Donc voilà. Nous pouvons dire que nous repartons satisfaits. Avril pour Sébroco. On a dit septembre à peu près pour la tour C, où nous nous trouvons. Et puis, nous pensons qu'en avril, la structure extérieure de la tour F sera achevée. Bien entendu, il restera encore de gros travaux à faire à l'intérieur de la tour jusqu'à son équipement. Et ça peut prendre encore 1 à 2 années au maximum. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, visitera dans quelques jours tous ces chantiers. Dans un autre registre, les concours administratifs et d'entrée à l'École nationale d'administration sont officiellement lancés, ce depuis ce mercredi. Face aux journalistes, la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a relevé les enjeux du renouvellement qualitatif et quantitatif des ressources humaines civiles de l'État. Anne-Désirée Ouloto n'a pas manqué de rappeler les dispositions nouvelles pour l'accès à un emploi administratif. Nadia Idja, Chèque Bleu. Pour la session 2025, 547 opportunités dont 204 concours pour les nouveaux recrutements et 343 concours de promotion sont ouverts à la fonction publique. Sur le nombre total, sont inclus 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques ouverts aux Ivoiriens de la diaspora, ainsi que 85 concours professionnels exceptionnels de promotion dans les grades A5, A6 et A7. En ce qui concerne l'entrée à l'ENA en 2026, 6 concours sont ouverts, dont 3 concours directs et 3 concours professionnels. Ces concours permettent d'accéder aux 3 cycles de formation que sont le cycle moyen supérieur et le cycle supérieur. L'organisation de ces concours, à en croire la ministre de tutelle, bénéficie d'une transparence totale. Nous restons fermement engagés à offrir à notre pays une administration publique moderne, efficace et transparente. Cela passe à l'évidence par le recrutement de ressources humaines compétentes. Invitant les candidats à bannir toute tentative de fraude, Anne Ouloto a aussi présenté les dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves. Les concours administratifs et les concours d'entrée à l'ENA sont exclusivement basés sur le mérite. Aucune fraude, aucun passe-droit ne sera toléré. Les inscriptions en ligne pour les concours administratifs sont prévues du vendredi 28 février au vendredi 11 avril 2025 sur le site web de la fonction publique. Les convocations seront disponibles en ligne à la date du mercredi 30 avril 2025, avant le début des épreuves écrites d'admission et d'admissibilité, prévues du samedi 7 juin au dimanche 20 juillet 2025. Quant aux candidats au concours d'entrée à l'ENA, ils pourront s'inscrire sur le site web www.ena.ci à partir du mercredi 26 février jusqu'au jeudi 27 mars 2025 à minuit. Les épreuves de composition écrite d'admissibilité des concours professionnels auront lieu du jeudi 8 mai au mardi 13 mai 2025. Et dans le cadre du projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan et de bus rapide transit, le ministère des Transports, lui, a convié les différentes mairies impactées par le projet. La rencontre qui a réuni également les acteurs du transport avait pour objectif de faire un bilan à mi-parcours. Le métro et le bus rapide transit vont moderniser l'offre de transport à Abidjan. Faltia Koulibaly, Eric Kimon. Le projet de bus rapide transit, BRT,
progresse avec une mise en service prévue en 2027, tandis que le métro est attendu en 2028. La construction de ces infrastructures a nécessité la libération des emprises avec le déplacement, l'indemnisation et le recasement des populations impactées. Ce projet s'inscrit pleinement dans la politique de mobilité du Grand Abidjan. À mi-parcours des travaux de ces deux projets, un bilan a été fait par le ministre des Transports après avoir effectué une visite des chantiers. Il était face aux maires dont les communes sont impactées par les projets. Les deux, donc le BRT et le métro, permettront ensemble de transporter 1 million de personnes. Donc c'est à peu près 200 000 courses donc en moins que cela va créer. En ce qui concerne la ligne 1 de métro, donc les travaux avancent bien. On n'a pas de retard considérable. Vous avez tous constaté une accélération des travaux. On va commencer la pose donc, du chemin de fer en ce qui concerne donc, la ligne 1 de métro. À ce jour, plus de 2000 emplois ont été générés grâce au projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan et du BRT. À terme, ce sont 3000 opportunités professionnelles qui verront le jour. Au-delà de son impact économique, le métro d'Abidjan incarne une vision tournée vers l'avenir et la modernité, celle d'une ville mieux connectée, plus accessible et plus compétitive sur le plan international. À 8 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le Conseil national des droits de l'homme a initié un atelier sur les enjeux du parrainage citoyen. Les membres des partis politiques et de la société civile y ont pris part. Ils ont surtout fait des recommandations pour la bonne marche du scrutin. Moussa Nikiema, Tanguy Kona. Réunis en atelier d'échange, membres de partis politiques, acteurs de la société civile et organisations des droits de l'homme, tous échangent sur les enjeux du parrainage citoyen. Objectif : appréhender les contours du parrainage citoyen dans le processus électoral. Cette rencontre constitue une opportunité précieuse et un cadre idéal pour échanger de manière ouverte et constructive afin d'identifier les défis, de partager les bonnes pratiques et d'explorer les perspectives d'amélioration en vue de garantir un système démocratique plus transparent, accessible et respectueux des droits politiques et civiques de chaque citoyen. 4 raisons qui justifient donc ce choix en 2020. La première raison sur laquelle on reviendra, empêcher les candidatures fantaisistes. Deuxième raison, il s'agit donc d'améliorer les conditions du choix citoyen. Troisième raison, susciter une plus grande participation des citoyens à la mécanique électorale. Et enfin, quatrième enjeu, s'assurer de l'assise nationale des candidats. L'atelier visait également à recueillir des recommandations des participants. Est-ce que le parrainage est opportun pour la jeune démocratie ivoirienne? Est-ce que le parrainage permet à la jeune démocratie ivoirienne d'aller de l'avant? C'est véritablement la question qu'il faut se poser. Et quand nous on réfléchit, on pense que le parrainage engendre plus de problèmes que de solutions pour l'avenir. On a toujours dit que c'était pour éliminer les candidats fantaisistes, mais nous ne croyons pas que ce soit une bonne chose parce que les partis politiques sont déjà parrainés par des popularités. C'est pour ça qu'ils sont partis politiques. Donc on ne peut pas de facto leur demander un autre système de parrainage. Pour nous, pour une démocratie et pour une paix que la Côte d'Ivoire recherche, on devrait aller plus loin en éliminant ce qui est un sujet de polémique. Je crois qu'au dernier dialogue politique, la phase 5 du dialogue politique, les partis politiques et même tous les participants ont demandé de revenir, de revoir le système du parrainage citoyen. Et donc nous attendons à ce que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui coordonne les activités du dialogue politique, ouvre le dossier pour que nous revenions en discuter en long et en large. Le CNDH, à travers cette activité, entend susciter des échanges constructifs sur la nécessité et les moyens de connaître l'ensemble des textes qui encadrent les scrutins électoraux en vue de leur appropriation. Puisque nous parlons de politique, le président exécutif du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, Sébastien Danon-Djedje, était ce mardi face à la presse. L'ordre du jour de cette conférence, la révision de la liste électorale tant souhaitée par l'opposition. Le PPACI dénonce ce qu'il considère comme un refus de la commission électorale indépendante. Mardoché Kwasi. Sébastien Danon-Djedje, président exécutif du PPACI, appelle à la dissolution de la CEI, la commission électorale indépendante. Pour lui, l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire
refuse une nouvelle révision de la liste électorale, celle de 2025. Une situation qui vise à priver certains électeurs de leur droit de vote. Le PPACI exige la dissolution de la CEI qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PPACI exige la programmation avant l'élection présidentielle de 2025 d'un nouvel enrôlement conformément à la loi. Le parti n'acceptera pas l'exclusion intentionnelle d'Ivoiriens du processus d'enrôlement. Pour la CEI, l'opération de la révision de la liste électorale de 2025 ne peut se faire avant octobre prochain pour des contraintes de calendrier. La dernière opération de révision de la liste électorale s'est déroulée du 19 octobre au 5 novembre 2024. Au terme de cette opération, ce sont au total 943 157 nouveaux électeurs qui se sont inscrits sur la liste électorale. Dans un tout autre chapitre, c'est bientôt la 7e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le salon ouvrira ses portes le 23 mai et prendra fin le 1er juin. Il se déroulera au Parc des Expositions d'Abidjan. Le thème choisi, quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Et le pays à l'honneur est la Chine. Les détails de Nikema Moussa et Tanguy Konan. La 7e édition du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, aura lieu du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions. Annonce faite à l'occasion de son lancement, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et des acteurs du monde agricole. Le SARA 2025 s'inscrit dans la continuité de cette dynamique avec l'ambition de promouvoir les chaînes de valeurs agricoles et agroalimentaires, de favoriser les innovations technologiques adaptées à nos réalités, de favoriser les investissements dans les infrastructures de transformation et de renforcer les échanges entre acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux. Le SARA est aujourd'hui considéré comme étant le plus grand événement agricole de l'Afrique de l'Ouest. Engagé dans une dynamique positive, mû par le désir de faire mieux qu'en 2023, nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que l'édition 2025 du SARA connaîtra certainement un meilleur succès. Le thème choisi, quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Aujourd'hui, le SARA est devenu un véritable catalyseur de notre ambition de faire de l'agriculture le moteur de notre croissance économique et le pilier de notre sécurité alimentaire. L'occasion de faire découvrir les performances de notre agriculture, de notre élevage, de notre environnement et de nos eaux et forêts. Et faire découvrir aussi les qualités de prise en compte des défis conjoncturels et factuels. Institué en 1997, le SARA est aujourd'hui considéré comme étant le plus grand événement agricole de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette édition, c'est la Chine qui est le pays à l'honneur. Selon le ministre d'État, le salon permettra d'accroître les investissements, de promouvoir et de vulgariser les outils agricoles et de valoriser les métiers du monde agricole. En République démocratique du Congo, après le chaos, les activités économiques reprennent peu à peu à Bukavu. Hier mardi, les bateaux ont repris la navigation sur le lac Kivu. C'est le nerf des échanges commerciaux entre Goma et Bukavu, ces deux grandes villes de l'Est de la RDC, tombées il y a peu aux mains du M23, les rebelles alliés des troupes rwandaises. Les explications de Pierre Dipomena. Les crépitements de balles avaient cédé la place aux sirènes dans la capitale de la province du Sud Kivu, contrôlée depuis dimanche par le groupe armé M23, allié de l'armée rwandaise. Des milliers de personnes avaient également fui la région vers le Burundi voisin. Les habitants arpentent timidement les rues après avoir été terrés chez eux pendant 2 jours. Si le bain de sang a été évité à Bukavu, des miliciens et des civils armés ont semé la peur jusqu'à lundi, pillant des boutiques et échangeant des tirs avec les nouveaux occupants venus les débusquer. La vie reprend progressivement dans la capitale du Sud Kivu. Les marchés et les magasins sont à nouveau ouverts. Les bateaux ont repris la navigation sur le lac Kivu, nerf des échanges commerciaux entre Goma et Bukavu.
Nombre de passagers sont des commerçants venus chercher des produits vivriers. La progression du M23 et les combattants rwandais qui occupent l'est de la RDC inquiètent l'Union africaine qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Nous refermons la porte de ce journal avec une page noire. Le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé, l'un des pères du cinéma sur le continent africain, est mort aujourd'hui à Bamako à l'âge de 84 ans. Souleymane Cissé a eu une grande carrière marquée notamment par le prix du jury à Cannes en 1987 pour son film Yélin, un film qui raconte le long parcours initiatique d'un jeune homme issu d'une grande famille bambara. Son décès intervient 3 jours avant l'ouverture de la 29e édition du FESPACO au Burkina Faso. Il était prévu qu'il y préside le jury de la catégorie fiction long-métrage. Avec son départ, l'Afrique perd l'une de ses plus grandes figures dans le cinéma. Et c'est sur cette dernière note que nous arrivons effectivement au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent au quotidien. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.